Donc lorsque vous transmettez un signal de données sur un support filaire ou sur une onde, votre signal va finalement être décomposé en somme de fréquences. Alors, dans le cas par exemple d'un signal carré, vous allez avoir des harmoniques dites impaires, donc des harmoniques dures. L'harmonique 1, l'harmonique 3, l'harmonique 5. C'est-à-dire que ce sont des fréquences qui sont éventuellement le double, ici par exemple le triple ou 5 fois la fréquence de base de votre signal carré. Donc certaines fréquences, lorsqu'elles vont se transmettre, vont avoir tendance à faire chauffer les éléments qui sont autour. Par exemple, entre 20 et 60 GHz, vous avez des fréquences qui sont typiques du micro-ondes. Le micro-ondes, par définition, c'est quelque chose qui chauffe l'eau. Quand vous regardez, ça va chauffer l'eau, et donc de ce fait, ça va justement être dans ces fréquences-là que vous allez avoir des pertes. Donc à la retransmission, vous allez vous retrouver avec une décomposition, et cette somme infinie, parce qu'il s'agit ici d'une somme infinie, constitue une série de Fourier. Vous avez une composante continue qu'on essaye d'éviter, qui est le C sur 2 ici. Et puis ensuite, vous avez des composantes qui sont déphasées. Donc le sinus et le cosinus peuvent être représentés par un seul sinus déphasé. Ça revient au même, d'accord? Sur des fréquences qui sont des multiples de la fréquence de base. Donc par exemple, si je suis sur 2000 Hz, par exemple, vous aurez une composante à 6000 Hz et à 10 000 Hz qui sont la x3 et la x5 des 2000 Hz de base. Alors ici, on va arriver à la couche 2, qui est la liaison de données. Donc le problème précédemment soulevé, c'est qu'on peut avoir des erreurs. Donc désormais, on va essayer de ne pas se tromper sur la lecture. Quand on transmet des données, vous allez avoir forcément des perturbations extérieures ou des pertes de puissance qui font que, à la lecture, vous avez potentiellement des erreurs. Donc la liaison de données consiste en fait à des procédures logicielles ou matérielles de détection, potentiellement de correction, mais au moins de détection éventuellement de l'information qui est reçue, des erreurs dans l'information reçue. Donc un exemple simple, c'est le bit de parité. Donc je pense que le bit de parité, tout le monde connaît. On va rajouter ici, sur nos informations, notre octet échangé, un bit de parité qui indique si le nombre de bits à 1 est correct. Alors comment savoir cela? Bien, on va compter le nombre de bits à 1 dans la donnée, et on va faire en sorte de rendre ce nombre de bits à 1 dans les données plus le bit ajouté pair. Ici, par exemple, sur le premier octet, il y a déjà 2 bits à 1. Donc il y a un nombre pair de bits à 1. Par conséquent, on va rajouter un 0, ce qui fait que le nombre de bits à 1 reste pair. Sur notre deuxième donnée échangée, le nombre de bits à 1 est impair. Il y a 3 bits avec la valeur 1. Donc on va rajouter un bit supplémentaire qui aura une valeur 1 pour que le nombre total de bits à 1 dans le message et dans l'élément de correction soit pair. Donc finalement, le bit de parité du bloc total est pair. Il y a 4 bits à 1. Et ainsi de suite, on va pouvoir transmettre l'information de sorte que s'il y a une erreur à un moment donné, par exemple ici j'ai transmis la suite suivante, et malheureusement un bit a changé. J'ai eu un changement de valeur. Pendant la transmission, ou du moins j'ai eu une erreur qui a fait qu'on a lu un 0 à la place d'un 1, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir détecter l'erreur avec une certaine probabilité, il ne faut pas qu'il y ait deux bits qui changent évidemment, et voir effectivement qu'il y a une erreur de transmission au moins sur cet octet. Alors, des exemples classiques qu'on a déjà vus, c'est le premier protocole, c'était envoyer attendre. Vous envoyez des données, vous recevez des accusés de réception, et vous continuez effectivement au fur et à mesure, avec un protocole qui est assez standard, qui est le bit alterné, qu'on a également vu. C'est un protocole qui est assez simple, mais qui demande quand même une certaine rigueur sur la transmission de données. Et on passera ensuite sur des notions de couche dite 3 de routage. Donc, si vous transmettez directement sur le même lien avec une machine, en général, vous êtes au niveau de la liaison. Mais dès que vous avez besoin d'aller plus loin, il vous faudra nécessairement des intermédiaires qui doivent servir de routeurs. Donc, la notion ici importante, il faudra à la fois des mécanismes d'adressage, il faut que toutes les machines aient le même système d'adresse, et enfin, il faudra des notions à la fois de routage et également de contrôle de flux. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra éviter de saturer les machines externes, on va dire, les machines communicantes, mais également les nœuds intermédiaires. Alors derrière l'adressage, il faudra savoir comment identifier les machines de la topologie. Et ensuite, mettre en place une table de routage, c'est-à-dire c'est la version la plus simple. Si à un moment donné, la machine 3 doit communiquer avec les autres machines, elle doit utiliser le lien LC ici. Si la machine 5 doit communiquer, par exemple, avec la machine 1, c'est le destinataire de la machine 1,
Alors, elle va utiliser le lien d'abord LA, et a priori, ça serait le seul lien LA qui devrait être utilisé. Et la machine 5 ici, finalement, d'adresse 5, elle sert à la fois d'intermédiaire entre toutes les machines du réseau et doit donc de ce fait ne pas jeter les messages qui ne sont pas destinés. Sinon, le réseau ne fonctionne pas. Donc, elle doit utiliser sa table de routage et se comporter comme un routeur. Donc, il faudra activer le routage sur cette machine pour qu'elle devienne désormais un élément intermédiaire du réseau. Donc, finalement, concevoir un réseau, c'est être capable de mettre au point un mécanisme d'adressage et de routage. Un exemple typique, c'est Internet. Donc voici ici quelques notions de table de routage. C'est la version la plus simple avec une seule adresse par machine, ce qui est un peu incohérent. Donc si je suis la machine 3, si quelqu'un est le destinataire autre que moi, il va falloir que j'utilise le lien LC. Si je suis la machine 5, donc si la destination est différente, si la destination est 1, alors je vais utiliser le lien LA. Si la destination est 2, etc., je vais continuer sur les différents liens. Et donc cette machine intermédiaire, elle doit utiliser cette table de routage pour s'occuper des paquets qui ne sont pas destinés à 5. Alors évidemment, la topologie, elle peut changer, c'est-à-dire en gros, on peut avoir effectivement des ajouts, comme c'est le cas ici. Alors ça va changer éventuellement toute étape de routage. Alors ça pose problème, donc ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on va utiliser la notion de chemin par défaut. C'est-à-dire que si à un moment donné, toutes les règles préétablies ne sont pas respectées, on va renvoyer par défaut à un lien particulier qui va être mis à jour en règle générale. Et ce lien-là, en général, c'est celui qui va avoir tendance à changer le plus fréquemment. On aura tendance également à mettre à jour de manière automatique ces tables de routage en déployant des protocoles associés, qui sont des protocoles soit synchrones, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va remettre à jour toutes les machines au même moment, c'est-à-dire que par rapport à un centre de contrôle. Alors, on peut utiliser des informations qui sont reçues dynamiquement, ou alors on peut les mettre à jour de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'à certains moments, certaines machines vont faire le travail, d'autres pas, vont utiliser leurs anciennes informations, et il y a différentes techniques qui s'adaptent pour justement utiliser ce genre de principe. Alors, un autre point qui est important, c'est de contrôler le flux. L'objectif, finalement, c'est de minimiser le transfert des paquets. C'est-à-dire que si vous avez un flux fort sur le lien LC et LE ici, et que vous ajoutez ensuite le lien LF, vous souhaitez utiliser finalement cet itinéraire bis pour éviter la congestion du réseau entre, par exemple, le lien LC-LE ou même le bus ici. Être capable d'utiliser entre la machine 4 et la machine 6 ce lien-ci, le plus fréquemment déjà parce que c'est le plus court, mais également pour décharger le bus qui aura tendance à être utilisé par toutes les machines du réseau 6 jusqu'à 10 ici. On remonte les couches, on arrive désormais à la couche 4, qui est la couche transport. Donc je rappelle qu'on a fait la couche physique, la couche liaison, la couche réseau, qu'on vient de passer. Et enfin, on arrive à la couche 4, qui est la couche transport au sein des applications. Donc la couche transport, elle a un piège sur le nom est mal choisi. Il faut penser au terme transport à l'intérieur des applications d'une machine. C'est-à-dire qu'on n'est finalement pas réellement sur le réseau, j'exagère en disant ça, mais vous êtes finalement au niveau du noyau. C'est votre noyau de votre système qui va être capable finalement de segmenter et désegmenter les données et retransmettre au bon interlocuteur à l'intérieur de votre machine. Donc vous allez avoir finalement des données qui sont fragmentées, défragmentées si vous préférez. Et ensuite, vous avez donné ces informations à une des applications, votre navigateur web, un serveur web qui tourne ailleurs, donc différentes applications qui peuvent avoir besoin du réseau, tout en assurant finalement, en général, la fiabilité des données dans le cas d'une transmission en TCP par exemple. Donc vous allez gérer dans ce cas-là la perte de paquets ou leur corruption en redemandant l'information. Donc TCP est un exemple assez connu. Donc vous avez UDP versus TCP. UDP n'est simplement qu'une surcouche au-dessus de IP. Donc il n'y a pas ici de demande de retransmission. Si une donnée est erronée, elle est jetée sans même être prévenue. Vous ne n'êtes pas prévenu que la donnée a été perdue finalement ou a été tout simplement effacée parce qu'elle était invalide. Et donc vous vous retrouvez avec des données qui sont perdues en UDP. C'est le mode non connecté standard où il y a des pertes, mais c'est pas gênant. Du moins, ça serait gênant pour vous si vous ne les prenez pas en compte. En face de cela, vous avez également le protocole TCP, qui est un protocole mode connecté, qui lui va assurer une synchronisation des données. Et vous allez avoir au départ une poignée de main, qui est une ouverture active,
d'un côté et ouverture passive de l'autre, lorsque vous allez démarrer la connexion du côté du client par exemple, suivi d'un échange de données avec à la fois des accusés de réception. Alors, il existe également des accusés entre guillemets de non-réception en insistant sur le fait que l'accusé de réception était donné jusqu'à une valeur précédente en fait. D'accord? Donc en fait, on peut vous dire on n'a pas reçu, tout simplement en insistant sur le fait qu'on a reçu sur un point donné. Je reviendrai dessus ensuite. Et vous avez une poignée de main à la fin pour bien indiquer que la connexion a été fermée des deux côtés. Et elle a été acquiescée des deux côtés, cette fermeture. En TCP, vous aurez besoin de gérer à la fois d'une fenêtre d'émission. Donc gérer une fenêtre d'émission, c'est-à-dire qu'il y a des données qui auraient été acquittées, des paquets qui seront émis mais pas encore acquittés. Et donc vous avez finalement des données qui sont écrites par l'application, qui sont peut-être pas encore émises. Et tout ça doit être géré dans un buffer circulaire. Et pour la fenêtre de réception, c'est le même principe, mais à l'envers, on va dire. Vous avez besoin effectivement d'avoir des données qui sont lues par l'application, qu'on peut donc effacer. Il y a des données qui ont été acquittées, mais qui ne sont pas encore lues par l'application. Et donc de ce fait, celles-là, elles sont encore conservées par votre noyau ou par votre carte réseau. Et enfin, il y a des données qui sont reçues, qui sont peut-être seulement pour certaines pas valides. Et donc toutes les données intermédiaires que vous avez qui sont bloquées, puisque vous n'avez pas la totalité des données qui vont être consécutives pour avoir votre flux consécutif, eh bien celles-là sont conservées par votre carte réseau, éventuellement par votre noyau également. Donc ici, on va se retrouver avec, pour une application, ça va être un service logiciel. Vous allez avoir le réseau qui agit comme un service logiciel, une interface de connexion qui va être mise en place par le système d'exploitation pour l'ensemble des utilisateurs et qu'on appellera ici socket. C'est un double pipe, un double flux de communication avec d'un côté l'entrée et de l'autre côté la sortie. Et donc, vous avez par exemple UDP au-dessus d'IP, qui est le modèle non connecté, ou TCP au-dessus d'IP, qui est le modèle ici connecté. Toutes les couches dont j'ai parlé ont été décrites, et un certain nombre supplémentaires ont été également décrites, dans le système OSI. Donc le système OSI, c'est l'Open System Interconnection. Donc la première version du document date de 83. En fait, elle est plus récente que finalement Internet quand on regarde. Et donc en fait, il s'agit de normes et d'un comité d'organisation qui a découpé en couches, en différentes couches, le fonctionnement du réseau. On va s'intéresser principalement aux 5 premières couches, depuis la couche physique jusqu'à la couche transport, en incluant ensuite la couche application. Présentation et session sont des couches qui sont théoriques, qui sont souvent implémentées dans la couche application d'ailleurs. Donc finalement, de la couche physique jusqu'à la couche transport, on retrouve effectivement ces différentes couches. Et ensuite, malheureusement, tout ce qui est session-présentation a été plus ou moins fusionné, sauf cas particulier, dans la couche application. Donc je rappelle que la couche physique se pose la question de porter matériellement les 0 et les 1 au niveau d'un système physique. Ça peut être de la lumière, de la radio, donc là des ondes électromagnétiques. La liaison, elle se posait la question de détecter les erreurs de transmission via des CRC, des bits de parité. Et gérer également la bande passante, être capable de savoir quelle est la bande passante qui peut passer au travers du support. Donc on peut avoir des protocoles effectivement qui estiment la bande passante qui va pouvoir être passée avant de la faire passer. Alors souvent les protocoles de la couche liaison, vous allez vous retrouver avec des liaisons simplex, duplex, de l'envoyer à attendre par exemple, pour pouvoir gérer justement le support. Au-dessus de la couche liaison se trouve la couche réseau. Donc ici, il s'agira de mettre en place des mécanismes de routage, d'adressage, et également de gestion ou de marquage de la congestion. La couche transport, la quatrième couche, va s'intéresser aux applications qui, dans votre machine ou la machine de votre destinataire, reçoivent les données. Donc finalement, on se retrouve ici avec quelque chose qui est réalisé au niveau du noyau principalement, qui peut être potentiellement géré par certains mécanismes de vos nœuds intermédiaires, mais souvent vous allez retrouver finalement au niveau des feuilles de votre réseau qui sont en train de communiquer entre elles. Alors vous allez me dire, il y a d'autres couches effectivement, mais elles sont présentes dans le modèle OSI, elles ne sont pas terminées. Quand je parle de couche session, présentation, alors session, finalement on se retrouve avec qui parle à qui. Quel utilisateur va parler à quel utilisateur et à quel moment. Donc vous avez la notion dite de session. Mais finalement, ici, je prends l'exemple du cookie, la session est gérée par un cookie en HTTP. Donc finalement, c'est à la charge de l'application de faire en sorte de gérer la session, dans le cas du web. Dans le cas de la couche présentation, on se retrouve avec finalement des données, des octets. Alors, bof, on pourrait finalement expliquer qu'il s'agit d'images, de sons, de textes, de vidéos. Donc finalement, donner une représentation
de présenter finalement les données. Et ça, c'est pas géré par Internet. C'est pas du tout géré par Internet, c'est souvent la couche application qui réalise. Et enfin, quand on monte au niveau de la couche application, vous avez peut-être un chat, vous êtes en train de faire du web, ou vous êtes en train de rédiger un email et envoyer un email. Donc finalement, c'est au niveau des applications que vous allez avoir ce genre de rôle. C'est la notion d'application qui apparaît ici.